Merci à toutes et à tous d'être venus nous écouter. Oui, effectivement, Julia Christ n'est pas venue. D'ailleurs, je reprendrai quelques thèmes tout à l'heure dans mon intervention qui auraient pu être abordés par elle. Donc, le titre de mon intervention est Place et postérité de l'œuvre de Johann Gertz dans les arts contemporains de la mémoire. Le rapport que nous, les artistes, et je pense qu'on peut dire aussi les écrivains, en les y incluant, à la mémoire, ne finit-il pas par être surdéterminé par ce que l'on pourrait appeler la culture mémorielle, avec ses normes, ses standards, ses codes et ses valeurs, tout cela pris ensemble et avec ses charges? C'était une question. L'intrication de la mémoire et de la culture, ou pour le dire autrement, la réappropriation de la mémoire par la culture, n'est-elle pas si importante que l'activité artistique ne reste que difficilement à l'écart du champ d'attraction que l'une et l'autre, la mémoire et la culture, constituent ensemble? En effet, aussi bien la création artistique que les questions du passé, je ne parle pas de mémoire, je parle des questions du passé, les plus intimes comme les plus collectives, semblent résolument être prises dans un incessant va-et-vient entre culture de masse, dont le tourisme abordé hier par Maxime Decoux est un des grands pôles, marchandisation de la culture et culture élitaire, laquelle culture élitaire, tout en se parant des nuances de la distinction, y compris la distinction disciplinaire, apporte une valeur ajoutée à la culture de masse. Par ailleurs, la mémoire est devenue, en une quarantaine d'années, un des principaux pôles de subjectivation des identités singulières, dont la littérature et l'art balisent une vaste scène d'expression. À ce titre, les récits et les représentations du passé constituent un réservoir aussi vaste qu'inépuisable, puisant à la fois dans l'histoire et les événements qui la balisent, guerre, crimes de masse, attentats, bouleversements ou mutations économiques, accidents écologiques, toutes choses fort agréables à énoncer et à représenter, et dans les biographies qui, de près ou de loin, croisent ces histoires. Dans ces conditions, déployer une activité artistique indépendante, alors on pourrait dire autonome versus hétéronome en faisant référence aux catégories bourdieusiennes, mais l'hétéronomie en l'occurrence n'est pas en rapport à l'État, mais plutôt serait en rapport à la culture. Donc dans ces conditions, déployer une activité artistique indépendante qui maintienne un lien effectif, non simplement de représentation mimétique, mais un lien effectif entre création et société, exige de résister avec ténacité au champ d'attraction de la culture et à la puissance des moyens qu'elle déploie, a fortiori s'il y est question de mémoire. En 2019, lors d'une rencontre avec Johann Gertz, ce dernier me faisait le constat rétrospectif que ces œuvres des années 80-90, ne pourraient plus jamais avoir lieu. Aucune commande publique, estimait-il, ne serait plus émise pour financer de telles initiatives, alors qu'à l'époque, elles interpellaient frontalement la société ouest-allemande, après aussi la société allemande en tant que telle, de l'Allemagne réunifiée, sur ses arrangements ultérieurs avec le passé nazi. Et elles s'imposaient dans le champ artistique et dans la société. À ce constat désillusionné, on pourrait rétorquer, et c'est en cela que ça fait aussi référence à ce qu'aurait pu aborder Julia Christ, on pourrait rétorquer qu'il y a là le signe d'une évolution positive du rapport de la société allemande avec la mémoire du nazisme et de la Shoah, et en cela célébrer le travail de mémoire. D'exemplaire dans le crime, l'image de la société allemande serait devenue, par la grâce d'une dialectique tardive, exemplaire dans la rédemption mémorielle, alors elle n'aurait plus besoin de telles initiatives artistiques comme celle de Johann Gertz. La preuve en sont, ou en seraient, ou en sont, on peut dire les deux, les nombreuses institutions et monuments qui embalisent désormais l'espace public. Bon, on sait bien que cette scène mémorielle n'est qu'une scène, avoisinée par d'autres scènes qui tirent la société allemande, mais aussi
toutes les autres sociétés européennes, et en cela il n'y a pas de Zonderweg contemporain en tout cas, vers des profondeurs parallèles, dont une des principales pour l'Allemagne a pour nom l'AfD, Alternative für Deutschland. Ses positionnements anti-immigrés, nourris de xénophobie, son fond néo-nazi, nourri plus ou moins directement par la génération du ressentiment, venant en partie de l'absorption de l'ex-RDA au désavantage des populations de l'Est. Ça a été abordé hier par Carola Henel. Et par le retour, on l'a bien vu ces dernières semaines, fulgurant d'un antisémitisme qui, comme dans toutes les autres sociétés, et la société française n'y fait pas exception, devait couver depuis des générations. Et la renarration de la biographie des grands-parents contemporains du nazisme par les générations d'après l'ont magistralement montré dans l'étude qu'a faite déjà il y a une vingtaine d'années Harald Welzer et ses collègues, qu'il avait publié sous le titre de Opa war kein Nazi, qui date de 2002. Et qui en fait se basait sur déjà une enquête de 1990. Donc d'un côté, on a effectivement une scène mémorielle qui laisserait penser qu'il y a une résolution du passé, mais de l'autre, évidemment, il y a d'autres scènes à la fois parallèles et ou palimpséstiques, on pourrait dire, au-dessus et au-dessous, qui viennent démentir cette assurance. Mais justement, cet énoncé, cet aveu désillusionné du Röntgers ne renvoyait pas à cela. Donc, il faut aller chercher plutôt dans ces rapports entre art et culture. Et c'est ce que l'on va faire. Alors, Jochen Gerst, l'œuvre de Jochen Gerst et son évolution apparaît comme une entrée privilégiée, a fortiori parce qu'il sait poser un regard rétrospectif. Il n'est pas enfermé dans son propre discours, un regard rétrospectif, distancié, et donc critique sur les possibilités de son œuvre. Il en est ainsi du constat qu'il énonçait il y a maintenant 4 ans, des illusionnés, et sur presque 40 ans d'années, 40 ans de production. Alors ça fait penser aussi effectivement au constat des illusionnés dans une autre époque que portait Primo Levi en 1985 sur les 40 ans, ces 40 ans de témoignages écrits et oraux qui étaient particulièrement désillusionnés, y compris vis-à-vis des publics scolaires. Je vais prendre très rapidement, parce que une grande partie d'entre vous les connaissent, 2 œuvres de Jochen Gerst, celle qui est le monument contre le fascisme, qui commence en 86 et qui se termine en 93, qui est dans une banlieue de Hambourg, donc à Harburg, et qui est constitué, qu'il élabore avec son épouse, celle qui était son épouse à ce moment-là, Esther Schalef-Gerst, qui est une colonne de 8 mètres de haut, recouverte d'une feuille de plomb, et près d'une place où circulent les gens pour aller prendre les transports en commun, mais aussi pour faire des courses, donc dans ce quartier Harburg. Et cette colonne était donc recouverte d'une feuille de plomb parce que les passants étaient invités à venir écrire leurs opinions sur la question du fascisme. Donc s'adresser à des citoyens, à des travailleurs, à des badauds, mais pas à des spectateurs qui étaient là pour venir visiter une exposition. Alors on a eu quantité d'inscriptions, y compris même il y a eu un tir de fusil dessus, et puis il y a eu des inscriptions bienveillantes mais aussi malveillantes, donc qui reflétaient quelque chose comme la circulation des opinions à l'égal de la circulation de ces citoyens, en tout cas de ces personnes sur cette place. Tous les 2 ans, tous les ans, 2 mètres de la colonne descendaient sous terre, et donc elle était amenée à disparaître. Alors, on voit là évidemment une sorte de
puissance provocatrice de l'art, hein, quand il n'est pas justement un appendice de la culture, et le miroir de ce que la culture est le miroir qu'elle peut tendre à la société. Hein. La colonne passait outre les conventions commémoratives. Son but n'était pas de consoler, ni de représenter, mais d'interpeller. Pas de rester statique, mais d'évoluer. Pas d'être éternel, mais de disparaître. Pas que les passants l'ignorent à force de la voir, comme Musil le disait des monuments, hein, mais qu'ils s'étonnent de sa disparition. Et que cet étonnement, répondant à l'élan philosophique, hein, de l'étonnement, hein, qui produit la pensée, comme on pouvait le dire dans l'Antiquité grecque, leur donne à penser leur propre ignorance. Alors, on a qualifié ce monument, enfin James Young, qui est un éminent spécialiste dans les années 90, 2000, des monuments mémoriels, et des mémoriaux et des monuments mémoriels, a qualifié ce type d'œuvre, et en tout cas pour Johann Gertz, de contre-monument. Alors Gertz n'était pas vraiment d'accord avec cette idée de contre-monument, et on y reviendra, parce que ça pouvait correspondre effectivement à une époque. Il y a des modes de qualification qui peuvent être pertinents à une certaine époque, dans la mesure où cette époque-là ne peut pas évidemment présumer de l'évolution de l'œuvre, ni de l'évolution de la mémoire, ni d'évolution du rapport entre mémoire et culture. Donc ça pouvait être tout à fait pertinent à l'époque, cette émergence de... il était loin d'être le seul. Il s'avère que rétrospectivement, justement, c'est beaucoup moins pertinent. Deuxième œuvre, qui est presque contemporaine qui est contemporaine du monument contre le fascisme à Saarbrück. Alors à Saarbrück, en fait, il se trouve que en 91, Johann Gertz est nommé professeur aux Beaux-Arts de Saarbrück, donc il a des étudiants, et il propose à ses étudiants d'aller sur la place du château de Saarbrück, qui était l'ancien repère l'ancien siège de la Gestapo. Avec une petite mise en scène où les étudiants s'assoient, boivent une bière, ils déterrent, ils décèlent plutôt, ils décèlent quelques pavés, et ils en mettent d'autres à la place, évidemment, pour pas que ça se voit. Et pendant ce temps-là, une autre équipe d'étudiants d'autres membres de la classe vont rechercher les noms et les adresses de tous les cimetières juifs allemands disparus. Alors, l'idée, c'était évidemment comme un certain nombre d'entre vous le savent, de graver sur ces pavés le nom de ces cimetières. Mais voilà, le premier tour que Johann Gertz joue à la société et aussi aux spectateurs, ces pierres sont replacées, mais du mauvais côté, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Alors, ça me fait penser à ce que je disais hier dans un recueil sur les témoins. On parlait des bons témoins. Ils mettaient entre guillemets, hein, mais on parlait des bons témoins parce qu'effectivement, on pourrait. Alors, il y a aussi les bonnes pratiques mémorielles. Et là, effectivement, au lieu de les placer du bon côté, comme on s'attendrait effectivement à les voir, et la question du voir est centrale, il les place du mauvais côté. Voilà. Donc le mémorial est donc invisible. Il ne devait être un souvenir qu'en dehors de la vue, hein, pensait Gertz, par sa présence dans les esprits qui sauraient, sans l'imaginer, qui sauraient que le geste avait eu lieu, hein, donc sans imaginer que le geste avait eu lieu, ici sur cette place, pour rappeler qu'il n'y avait plus de lieu. Bon. Alors, évidemment, ça ne pouvait pas en rester là, donc il va voir Oscar Lafontaine, qui était le président du Land, de la SAR à l'époque, et puis Oscar Lafontaine lui donne un petit pécule, mais en lui disant quand même que c'est illégal. Et puis Gertz va jusqu'au Parlement de la SAR, et puis il fait une déclaration qui
qui évidemment fait scandale, s'est porté devant les journaux, et donc il y a un effet directement qui vient interpeller directement la société. Donc, interpellant directement la société, le grand public, en passant par les politiques et par les journaux, faisait dorénavant partie de la commémoration. Ceux qui le composaient étaient interpellés en tant que citoyens, non en tant que simples spectateurs ou curieux, car lorsque les journaux ont eu vent de l'histoire, évidemment, on a hésité, acte de vandalisme, il y a eu tous les qualificatifs possibles. Tandis que les visiteurs affluaient, évidemment, dans la cour pour chercher les 70 pierres, parmi les 8000 qui composaient l'esplanade, ils commencèrent aussi à se demander quelle était leur position vis-à-vis du mémorial, c'est ce qui marchait dessus, y avait-il vraiment quelque chose, peut-être y avait-il rien. Cette quête mémorielle, espérait Geertz, leur ferait prendre conscience qu'une telle mémoire se trouvait déjà au plus profond d'eux-mêmes, tel un mémorial intérieur. Étant pour ainsi dire les seules formes sur pied dans la cour, les visiteurs incarneraient alors ce le mémorial qu'ils étaient venus chercher. Alors, bon, la place a fini. Alors, le contingent du CDU s'est levé quand Geertz a fait donc le Parti démocrate chrétien s'est levé quand Geertz a fait son annonce et a refusé de l'écouter. Bon, évidemment, ça a fait scandale, mais la place a été rebaptisée place du monument invisible. Bon, elle est aussi dénommée les 2148 pierres, un monument contre le racisme. C'est aussi une de ces autres dénominations. Alors, d'une certaine manière, on peut dire, oui, mais justement, ça recoupe un des aspects, enfin, une des remarques que j'avais faites. Évidemment, le monument a disparu, mais aussi, ça a disparu de la conscience des gens, parce que, étant donné la situation, on peut dire, réactionnaire vis-à-vis des populations étrangères, vis-à-vis aussi l'antisémitisme, etc., on peut dire que voilà, c'est un peu l'histoire de ces scènes parallèles que je vous proposais tout à l'heure. Mais en même temps, on peut se dire aussi que précisément, l'échec est important. Parce que l'échec, au lieu de penser en termes d'une dialectique qui aboutirait en termes hegéliens, ou voire même en termes marxistes, à quelque chose de positif, on arrive précisément à une évolution qui fait que cette dialectique aboutit à un reflet du miroir qui est un reflet négatif. Et que c'est de ce reflet négatif qu'il faut tirer des leçons qui ne sont pas nécessairement positives pour ne pas être des bons élèves d'une bonne mémoire. Alors, bon, on connaît ces deux œuvres, hein, mais en fait, ça s'inscrit dans une méthode et des principes qui sont propres à Johann Geertz, et qui fonde son propre modèle. Mais ce n'est pas pour autant qu'en fondant son propre modèle, ça fait modèle. Et ça, c'est une question très importante, justement dans l'articulation entre art et culture. Il a fait à Brême, entre Weimar et Buchenwald. Bon, Buchenwald, c'était le camp qui est juste à quelques kilomètres de Weimar. Sur la place de Notre-Dame, j'y reviendrai à Paris. À Cahors, avec un projet témoin. À Coventry, à Karlsruhe, aussi sur la place des droits, ce qui s'appelle la place des droits fondamentaux. En Italie, donc on peut dire en Europe. Hein, en Irlande aussi, hein, où il vit maintenant. Un certain nombre d'œuvres qui participent, enfin pratiquement toutes ces œuvres, hein, pas toutes, on peut dire 80% de son œuvre, participent de ce même principe et de cette même méthode, qui est un modèle participatif, qui ne fait pas de l'œuvre une fin, mais un projet qui s'accomplit à travers la mise en rapport de l'artiste comme médiateur et de ceux qui seraient les futurs spectateurs de l'œuvre, mais justement, à la différence que l'œuvre s'accomplissant et l'œuvre disparaissant, eh bien, elle se disperse au niveau de l'espace public. Elle ne laisse pas la possibilité aux citoyens, et quelquefois le confort aux citoyens, d'être spectateurs ou d'être visiteurs. Donc c'est peut être beaucoup plus inconfortable de rester citoyen par rapport à une œuvre disparue qui vous renvoie le fait que c'est à vous d'en assumer la responsabilité que de se retrouver dans une position de spectateur, dans une position de visiteur ou dans une position de touriste, évidemment.
Donc en cela, effectivement, bon, on peut caricaturer le tourisme mémoriel et les touristes mémoriels qui s'y complaisent avec leurs selfies. On peut se dire aussi qu'ils se retrouvent dans une place qui elle-même est incluse dans un dispositif mémoriel et qu'ils n'ont pas d'autres lieux où aller s'ils vont sur dans ces camps ou sur ces sites mémoriels. Avec Geertz, justement, il n'y a pas d'assignation à une place, si ce n'est à sa propre place en fonction de sa conscience. Chaque fois qu'il entretient un dialogue avec les citoyens, il recueille leurs paroles, donc c'est pour ça que je parlais de dimension participative, et ce sont elles que porte l'œuvre en projet. Jusqu'à un monument qui, lui, n'a pas disparu à Biron, où effectivement, Biron, donc plutôt en Dordogne, un petit monument aux morts, où ce sont les paroles des 100 et quelques habitants de ce tout petit village qui ont été scellés sur des petites plaques de mosaïque, répondant à une question sur la vie et sur la résistance. Mais donc, les habitants, et ça dure à peu près 6 mois de travail avec Geertz, sont eux-mêmes co-auteurs. Et ça, effectivement, ça a aussi l'avantage d'éviter de sacraliser l'auteur, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du retrait. Sans que ce soit un effacement complet, parce que Geertz est une personnalité très, très présente pour ceux qui l'ont déjà rencontré. Ça nous dit aussi que Jochen Geertz n'est pas enfermé dans l'histoire au sens historique du terme, ni dans les débats de l'histoire allemande, ni du nazisme, et que son œuvre n'est pas polarisée par la Shoah, même si, évidemment, celle-ci y tient une grande place. Elle a une portée sociale. Quand il réalise, par exemple, cette portée sociale, quand il réalise avec des sans-logis l'anti-monument, et non pas le contre-monument, l'anti-monument Les Mots de Paris, à l'endroit précisément le plus fréquenté par les touristes. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que les touristes sont interpellés sur leur position, qui est le plus fréquenté à Paris, qui est c'est le parvis de Notre-Dame. Vous avez à côté l'Hôtel-Dieu et le Palais de Justice. Donc on est aussi dans un rapport au lieu qui est très intéressant, presque à décrypter en termes foucaldiens, hétérotopie qui vient réémerger grâce à l'œuvre de Jochen Geertz. Donc le modèle de Geertz ne concerne pas simplement la mémoire, et je pense qu'effectivement il ne s'isole pas dans le mémoriel, mais il articule le mémoriel au social et au visible, indissociablement, dans une forme de dialectique. Peut-être est-ce à cette condition qu'il adopte une position d'extériorité aux questions mémorielles, tout en participant à leur élaboration, et que son œuvre a en cela une portée critique. La nécessité de l'extériorité et de la différenciation. Peut-être est-ce pour cela que son œuvre ne se conforme pas aux canons mémoriels et aux lieux communs qui se sont institués depuis une trentaine d'années. D'une certaine manière, plus il était reconnu, moins il se laissait approprier par la culture mémorielle, dont il a pourtant été un des artistes les plus stimulants et créateurs, parce qu'on est vraiment, avec les années 80, à un moment où vous avez énormément d'initiatives d'artistes qui font effraction pour créer, on peut dire, de nouveaux modes d'approche artistique de la mémoire, ou un nouveau mode d'articulation artistique de la mémoire. Alors ça nous conduit à réinscrire aussi, je pense que c'est important, Geertz, pour ne pas l'isoler, c'est aussi une erreur méthodologique de trop isoler, dans un ensemble, un premier cercle d'artistes, on pourrait dire, qui ont constitué comme une avant-garde de l'artialisation des questions ou des thématiques mémorielles, et qui étaient alors beaucoup plus des questions qu'elles ne le sont maintenant. Alors, pour dire assez vite, voilà, Geertz, c'est complètement différent des œuvres d'artistes comme Richter, comme Kiefer, comme Baselitz ou Beuys, ou même Boltanski. Donc c'est une œuvre in situ. C'est un artiste conceptuel qu'on pourrait rapprocher de Horst Hoheisel, qui est peut-être moins connu, et qui a fait des œuvres du même ordre, à peu près à la même époque, notamment une fontaine à Kassel, qui a disparu
Bon, alors la fontaine avait existé avant, elle était à l'initiative d'un homme d'affaires juif dans les années 30, elle a été détruite par les nazis, et donc Hoheisel a restauré cette fontaine, mais il l'a fait disparaître dans le sol, suivant le même principe que la colonne de Harburg. Bon, il avait aussi projeté au moment de l'appel à projet pour le monument de l'Holocauste à Berlin, fait projeter les ruines de la porte de Brandebourg sur la porte même. Bon, évidemment, c'était une performance. Donc, c'est des activités artistiques qui sont des performances. Alors, bon, évidemment, pour Gertz, c'est pas une performance ou c'est pas une action puisque ça dure pendant 6 mois, mais c'est quelque chose qui va être pris dont la temporalité elle-même vient à se dissoudre dans l'espace public. Et ça, c'est important, ce rapport entre temporalité et espace. Aussi, un autre trait, je dis très très vite, de Hoheisel, il avait fait des ateliers pendant 4 mois avec... c'était à Kassel aussi, avec des élèves, et de ces ateliers avait résulté une œuvre qui avait été déposée sur les quais de la gare de Kassel. Autre artiste qu'on pourrait rapprocher, bien que très différent, Shimon Hatti, qui avait projeté sur les murs d'un quartier de Berlin, Schönenviertel, des photos de ce qu'avaient été des boutiques de juifs dans ce quartier-là dans les années 30 et qui évidemment avaient disparu. Bon, là aussi, ces photos n'étaient que temporaires. Mais voilà, hormis, il y a assez peu d'artistes, bon, ceux que je viens de citer, qu'on peut rapprocher de Gertz. Parce que la plupart de ceux qui travaillent sur cette, on peut dire, articulation art-mémoire, produisent des œuvres dans lesquelles la population n'est pas, on peut dire un terme très générique comme ça, hein, la population n'est pas sollicitée. Terme très générique parce que, par exemple, pour son travail à Karlsruhe, il avait été à Brême aussi, il avait été voir aussi des prisonniers en prison. Donc, ce n'est pas simplement des habitants ou des citoyens, ça peut être des couches de population ou des groupes de population très, très différents. Les prisonniers, évidemment, il avait été voir aussi les juges et puis des magistrats. Hein. Donc, il y a une espèce de souci polyphonique. On pourrait s'interroger sur la dimension chorale, mais une dimension chorale qui elle-même, dont les paroles elles-mêmes viennent à se dissoudre dans l'espace public. Alors, la plupart des artistes, justement, ne sollicitent pas la population et leurs œuvres minimalistes ou conceptuelles, souvent on range Gertz du côté conceptuel, eh bien, elles sont matérielles et immobiles. Bon, évidemment, elles peuvent se déplacer d'une exposition à une autre, mais en tant que telles, elles sont concrètes, matérielles, immobiles. Le visiteur ou le spectateur est là, assigné à une position définie par le dispositif artistique, qui lui-même peut être inclus dans un dispositif mémoriel, et par le cadre dans lequel l'œuvre est elle-même exposée. Le rapport à l'absence est métaphorique ou métonymique, et la temporalité du processus opératoire de l'œuvre n'inclut pas un moment de prise de conscience. Elles peuvent renvoyer symboliquement à l'absence, avec des boîtes vides, comme plusieurs œuvres de Mischa Ullmann à Berlin, il y en a au moins 2, de Rachel Whiteread à Vienne, Alfredo Jarre, chilien, et de Boltanski, évidemment. Toujours Boltanski, ces œuvres peuvent se présenter comme des reliques ou des restes, des vêtements, bon, la Monumenta 2010. Évidemment, cet tas de vêtements renvoie non pas à Auschwitz, mais au musée d'Auschwitz, parce qu'en fait, le musée d'Auschwitz, ce à quoi on pense, ça n'avait véritablement existé qu'à Majdanek, donc en fait, il y a déjà une scénarisation, et ça renvoie référentiellement à la scénographie du musée d'Auschwitz. Et donc, ça fait fonctionner 2 mécanismes, on peut dire, qui s'emboîtent, un mécanisme d'analogie et un mécanisme référentiel. La référentialité n'est pas historique, mais la référentialité étant culturelle, puisque ça renvoie à une scénographie à Auschwitz, et non pas à Auschwitz en tant que tel qu'elle a été, le camp a été découvert en 1945 ou à Majdanek par l'Armée rouge.
Les œuvres mémorielles peuvent aussi se constituer comme des archives ou faire elles-mêmes archives. Hein. Donc là, on est évidemment dans des artistes qui ne sont pas proches de Jochen Gers, mais dont le travail articule les questions mémorielles. Elles peuvent prendre une forme totémique, de vastes panneaux d'acier, comme Serra, par exemple, de vastes panneaux de Corten, de vastes colonnes de Corten. Et dans tous les cas, leur concrétude, pour symboliser le passé et la perte, prend place dans un dispositif mémoriel dont les ressorts sont, alors j'ai parlé de l'analogie, la référentialité, mais aussi la fonction déictique, de montrer, de désigner, et la capacité à s'exposer. Évidemment, autant de contre-définitions de ce en quoi constitue l'œuvre de Jochen Gers. À cela s'ajoute très facilement une connotation religieuse ou sacrale, pouvant aller jusqu'à la fétichisation pour certaines. En ce sens, ces artistes balisent la scène mémorielle contemporaine où l'œuvre se donne comme une présence, invitant le spectateur à s'y immerger, voire à compatir. Ce qui n'est absolument pas le cas de Jochen Gers. Il s'agit tantôt de combler le vide et de le cadrer, tantôt de laisser le vide comme tel, le désignant comme une espèce de point de transcendance ou de point mélancolique. Et même la maison vide de Boltanski à Berlin n'est pas vide en tant que telle, puisqu'elle est quand même cadrée entre deux maisons, avec aussi des inscriptions sur les murs. Donc un cadre qui désigne le manque, alors que justement ce qui est intéressant, c'est que chez Gers, il n'y a plus de cadre. Gers efface le cadre. Alors, on pourrait difficilement parler de ces artistes-ci et de leur mode de représentation de la mémoire, sans aussi évoquer quelque chose qui, peut-être renvoie aux travaux de Boltanski, notamment dans le nouvel esprit du capitalisme, à l'esprit artiste. Alors cet esprit artiste, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un esprit artiste qui circule, qui n'est plus simplement donc le fait d'artistes, mais aussi d'intervenants qui sont entre les arts et les entrepreneurs de mémoire. Comme Günther Demnig, qui installe les Stolpersteine à peu près dans toute l'Europe maintenant. Et on voit qu'effectivement, vous voyez ce que c'est les Stolpersteine, c'est ces petits pavés de cuivre qui sont posés devant la maison de juifs qui ont été arrêtés, déportés, assassinés, pour la plupart, et donc qui portent le nom avec les dates. Alors justement, c'est intéressant parce que, voilà, on a l'inverse de Gers. Évidemment, d'abord, la plupart du temps, les gens ne les voient pas hors de la commémoration, mais en tout cas, on voit ce qui est écrit. Alors qu'avec Saarbrück, sur la place, on ne voyait pas. Après, on peut se dire que si on reprend l'idée qu'il y a des processus dialectiques à l'intérieur de la culture, on peut se dire que, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, la culture mémorielle, c'est un processus dialectique qui a suffisamment, on peut dire, réifié le projet initial de Gers, que de son intention de ne pas donner à voir pour que le citoyen se ressaisisse de cette conscience, eh bien, ça aboutit évidemment à l'inverse. Alors, certains pourraient dire perversion, mais je ne pense pas que ce soit de l'ordre de la perversion, c'est une forme de dialectique culturelle. Eh bien, ça aboutit à quelque chose qui s'expose et qui vient exactement prendre le contre-pied du projet initial de Jochen Gers. Mais c'est aussi intéressant parce que, précisément, on voit comment la culture a besoin de modèles, et que Gers ne fait pas modèle pour la culture. Il ne fait modèle pour la culture que dans la mesure où la réappropriation culturelle vient complètement détourner son projet initial, alors que, évidemment, il suffit d'aller dans quelques musées mémoriels qui représentent une véritable catégorie muséographique aujourd'hui pour voir combien on va avoir
des petites boîtes, quelquefois des petites boîtes un peu en fer un peu rouillé, avec une photo, un petit éclairage indirect dans la pénombre, et que effectivement on voit à quel point il y a une reproductibilité d'un modèle Boltanski. Il suffit d'aller à la maison Anne Frank, d'aller dans quantité de musées mémoriels pour voir que le modèle Boltanski est reproduit pratiquement dans chacun. De même pour les stèles. Geertz fait une stèle qui disparaît. Mais on s'aperçoit que les nouveaux musées, et vous pouvez aller, que ce soit aux États-Unis, musée de l'esclavage, musée Holocaust Museum, évidemment à Berlin, le monument de l'Holocauste, et sur quantité d'autres, en Italie, en Pologne, vous avez des stèles, mais les stèles, elles ne bougent pas. Elles sont là, les stèles. Alors, les stèles sont des contre-monuments. Mais ça n'a rien à voir avec Geertz. Elles sont des contre-monuments par rapport aux sculptures, aux statues de ces anciens monuments historiques des grands hommes. Bon, donc il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du contre-monument. Mais ça n'a rien à voir avec le processus artistique qu'avait initié Geertz. Et que portent donc quelques artistes qui sont proches de lui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que justement, Serra, qui fait des œuvres, des espèces de grands panneaux de Corten qui sont à travers le monde, et pour une grande part qui s'inscrivent dans un projet mémoriel, participait avec Eisenman au projet du monument de l'Holocauste de Berlin. Et la particularité de Serra est qu'il avait été exposé à la Monumenta avant Boltanski. La particularité de Serra, c'est que ces colonnes de Corten, qui sont immenses, sont inclinées. Et sont inclinées de telle façon à ce que le spectateur soit déstabilisé par rapport à la vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose... Et comme il y a souvent plusieurs colonnes, en fait, il y a une interrogation de la position du spectateur par l'objet même. Or, dans l'élaboration de ce projet, quand leur projet, le projet d'Eisenman, qui est architecte, et Serra est retenu, eh bien, il y a un moment où effectivement Serra s'en va, parce qu'il ne s'y retrouve plus du tout, et que le projet a une dimension politique. On réduit beaucoup le nombre de stèles aussi. C'est Cole qui avait réduit un peu de façon, imposé la réduction de l'ampleur du monument. Et Serra s'en va parce qu'effectivement, il ne s'y retrouve plus du tout, et donc c'est pris en charge par l'architecte Eisenman, mais qui garde néanmoins l'idée de ces stèles légèrement inclinées qu'on a. Donc l'esprit artiste reste, mais l'artiste, lui, il est parti. Bon, après, effectivement, les gens peuvent venir se bronzer sur les stèles ou jouer à la marelle. Mais ça, c'est aussi un autre point culturel. Alors, et je terminerai là-dessus. Donc, la question du modèle est importante. Parce que, précisément, dans cette résistance de l'œuvre de Geertz à l'appropriation culturelle, eh bien, elle ne va pas faire modèle. Si elle fait modèle, c'est qu'elle est renversée. Elle est renversée par cette espèce de dialectique qui fait qu'il y a une réappropriation. Ceci dit, il n'est pas seul. Il n'est pas seul non plus dans un deuxième. Si on prend un deuxième cercle, qui va dépasser les artistes conceptuels. Pour ça, il faut peut-être aussi revenir sur un point important, c'est que en dégageant ce vide, c'est pas un vide mélancolique, c'est pas une espèce de transcendance qui va vous emporter dans une espèce de compassion. C'est s'il dégage un vide, y compris après, s'il efface les cadres de vide, c'est pour donner la parole. C'est-à-dire que c'est un espace par où la parole peut advenir. La parole des citoyens, la parole des gens qui vivent sur le lieu, qui sont dans la cité, de ceux qui sont citoyens ou qui traversent la cité. C'est-à-dire que ce vide-là n'est pas un vide mélancolique, n'est pas un vide qui va vous entraîner dans une espèce de compassion abyssale avec les victimes, c'est un espace. C'est ce qui fait espace. Et il est très important, bon, ça renverrait presque à la théologie juive, que c'est de cet espace créé par le vide que naît précisément une positivité qui serait celle de la conscience des citoyens, qui n'a rien à voir avec une bonne mémoire et avec des bons témoins. Alors, cette histoire du vide,
elle est aussi importante parce que c'est aussi une façon de faire non pas l'expérience de l'imagination, puisqu'il n'y a rien à voir, mais l'expérience de la limite de l'imagination. Et précisément de mettre en évidence que si le projet Geertz produit quelque chose, c'est qu'il va donner à penser et non pas à donner à imaginer. Et on s'aperçoit bien qu'il y a une différence, presque une rupture, entre des projets artistiques qui donnent à imaginer, et donc qui produisent de l'icône, et de l'icône même au sens religieux, et d'autres qui vont donner à penser, et en pensant à faire l'expérience de la limite de l'imagination. Et là, on voit qu'il y a deux directions complètement différentes. Y compris quand il y a des images, c'est des images qui peuvent être des images sans imagination, c'est-à-dire qui ne vont pas satisfaire à une attente. Et quand il y a des pavés, évidemment, on regarde les pavés, on ne voit rien, contrairement au Stolperstein. On ne vient pas voir ce que l'on attend. On ne vient pas rencontrer ce que l'on attend de voir. Et donc, évidemment, ça déroge à cette fonction déictique du mémoriel qui va vous montrer, voilà, c'est là qu'il faut voir, et c'est là que vous devez imaginer. Mais imaginer quoi, évidemment? Donc l'imagination n'est pas invitée, n'est pas à la table des convives avec Jochen Geertz, et ainsi avec d'autres écrivains, artistes. Alors on pourrait tout à fait citer Pérec à ce niveau-là, parce qu'il y a quelque chose qui vient déconstruire l'imagination chez Pérec. Bon, Jean-Marc Serrino, moins connu, qui est un artiste peintre, mais qui sort de la peinture. Bon, Régine Robin avait beaucoup insisté sur ces questions-là. Puis je retiendrai aussi Imre Kertész et Claude Lanzmann. Dans un de ses ouvrages, qui est à la fois récit et essai, Kertész raconte, bon, je vous épargnerai les quelques pages, parce que c'est à partir d'un livre qu'il lit, donc il y a une mise en abîme. Il raconte l'assassinat méthodique de 340 juifs hollandais à Mauthausen. Et il dit, assassinat méthodique, administratif, mais justement de terrain, on peut dire, y compris avec des spectateurs qui sont des employés allemands qui n'appartiennent pas à la SS, qui viennent travailler à côté, à côté de la fameuse carrière de Mauthausen. Et voilà ce que dit Kertész. Parmi les symboles de l'imagination humaine, ces crimes, l'assassinat méthodique de ces 340 juifs en l'espace de 15 jours, parce les SS avaient 15 jours pour les assassiner, parmi les symboles de l'imagination humaine, ça pourrait tout à fait prendre place, à une seule condition, celle de ne pas avoir eu lieu. La monotonie maniaque de ces expériences est peut-être ce contre quoi l'imagination lutte sans cesse, écrit Kertész. Parce qu'effectivement, l'imagination vient aussi lutter sans cesse contre le fait de ses propres limites, contre quelque chose qui, alors ici il s'agissait justement de la Shoah, mais ça s'étend à toute violence systématique et collective, vient lutter précisément l'imagination. Je trouve que c'est très juste, parce que ça retourne la question de l'imagination. Il ne s'agit pas d'imagination, il ne s'agit pas d'imaginer, mais il s'agit de faire l'expérience même du fait que l'imagination va vous empêcher de pouvoir penser avec quelle rigueur des groupes humains peuvent exterminer d'autres groupes de population, et avec quelle méthode aussi. Et c'est donc ce à quoi aboutit Kertész, dans une critique de l'imagination, qui le pousse aussi à faire une critique d'images qu'utilise Semplun dans son premier livre, c'est pas un beau dimanche, je l'ai cité hier en plus. Le Grand Voyage. Voilà. Et donc, autre
artiste, personnage singulier, Lanzmann, précisément, qui notamment dans Shoah, hein, va utiliser le vide, non pas pour renvoyer à un vide mélancolique, mais au contraire, va dégager de l'espace pour faire advenir une parole, la parole des témoins. Mais bon, on sait aussi tout ce qui, la dimension iconoclaste de Lanzmann, bon, est polémique et qui a certainement beaucoup nui on peut dire, à la reconnaissance de la pensée qui travaille son œuvre. Hein. Mais précisément, ce que dit Lanzmann et le fait qu'il n'introduise pas d'image d'archives dans son œuvre et le fait que son œuvre se déroule en dégageant un espace qui permette aux témoins d'énoncer et de parler, et non sans représenter, c'est précisément voilà, cette idée qu'on n'a pas besoin d'images et on ne va pas solliciter l'imagination pour renvoyer, pour donner à penser, hein, en l'occurrence extermination. Alors, voilà, disons qu'effectivement, on peut y avoir, pour reprendre ce constat désillusionné de Geertz, qui disait il y a 4 ans qu'effectivement, ces œuvres ne pourraient plus finalement pouvoir exister en tant qu'œuvre aujourd'hui, en tout cas qu'on n'adopterait pas ces projets. Ce qui interfère à la pérennité de l'œuvre est que finalement, sa disparition, sa temporalité, hein, et ce qui fait appel au collectif, ne se prête pas du tout à faire modèle, à une réappropriation culturelle, parce qu'elle ne répond pas à l'injonction de normes contemporaines, hein, et elle résiste en cela à produire cette illusion référentielle qui, par l'entremise de l'imagination, confère au passé une proximité, alors que lui, précisément, il maintient cet éloignement, hein, par un effet de distanciation, on pourrait dire, mais évidemment, cet éloignement, eh bien, il demande aux citoyens eux-mêmes de s'en ressaisir sous la forme de leur responsabilité, même si ça nous conduit à un constat d'échec. Je vous remercie.